Ravi de vous retrouver sur Afro Info 243 pour ce nouveau dossier. Nous allons aborder deux sujets qui font la une en ces moments. D'abord, la synergie des organisations féminines en province du Nord Kivu était en sit-in devant le quartier général de la MONUSCO en ville de Goma pour demander le départ immédiat de cette mission onusienne du territoire congolais suite aux violences qui s'accentuent dans la province du Nord Kivu, notamment en territoire de Rutshuru et de Beni. Également pour injure publique, imputation dommageable, outrage au chef de l'État et propagation des faux bruits. Une requête a été adressée au président de l'Assemblée nationale pour lever les immunités de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Nous allons aborder ces deux questions sous l'aspect juridique beaucoup plus, mais aussi sur l'aspect politique avec notre invité du jour. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Je reçois Maître Évariste Iragui, chercheur en droit et avocat au barreau du Nord Kivu. Bonjour Maître Évariste Iragui et bienvenue. Bonjour Monsieur Jospin, je suis très content d'être avec vous et avec nos téléspectateurs. Nous revenons sur le mandat de la MONUSCO. Ce n'est pas pour la première fois que de telles actions soient organisées, demander le départ de la MONUSCO, surtout quand il y a des tensions, quand il y a l'insécurité qui prévaut. Je rappelle d'abord que le mandat de la MONUSCO devrait prendre fin le 20 décembre 2022 parce qu'à l'unanimité, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies avaient prorogé pour une année, soit 12 mois, le mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Nous pouvons savoir un peu plus le fond de ce mandat. Alors, le mandat de la MONUSCO, d'abord la MONUSCO, c'est un organe qui a été créé par voie de résolution par un autre organe principal des Nations Unies qu'on appelle Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a pour mission, dépendamment de la charte, le maintien de la paix et la sécurité au niveau universel. Et lorsqu'il y a une menace à la paix au niveau d'un pays membre des Nations Unies, eh bien, ce Conseil de sécurité prend des mesures dans le but de mettre hors d'état de nuire la population au regard de menaces qui peuvent peser ces menaces contre la paix et la sécurité internationale. Et ceci s'inscrit dans un champ vaste qui a été conclu après la Seconde Guerre mondiale, l'interdiction faite aux États de faire recours à la force pour répondre à une menace qui peut venir par-ci, par-là. C'est ainsi que les Nations Unies, par l'entremise du Conseil des Nations Unies, ont mis en place une mission des Nations Unies qui devrait œuvrer en RDC. Et depuis que cette mission a été créée, principalement en 1999 avec la MONUC, elle a des mandats qui ont varié à travers des résolutions qui ont été prises. Parce que au départ, cette mission, la MONUC, en 1999, n'avait que comme mission le fait de faire observer le pacte d'accord qui a été conclu entre les États de la région pour trouver la paix à la veille de tensions qui étaient en République démocratique du Congo. Et par la suite, on a vu ces mandats être renforcés principalement en 2004 tout d'abord, parce qu'en 2004, vous allez devoir vous rappeler que la MONUC va avoir aussi la mission de protection des droits de l'homme et la protection des civils et de leurs biens dans les conflits armés. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il va y avoir un grand virage du point de vue du mandat de cette mission vers les années 2010. D'abord avec la modification du nom, sachant de MONUC à MONUSCO, et on va devoir renforcer les champs d'action de la MONUSCO avec cette mission qui tend vers le maintien de la paix. Le maintien de la paix avec comme sous-mission le fait que ça va devoir commencer à veiller sur l'observation des droits de l'homme et de l'humanité et la protection des droits de l'homme. Mais on va aller beaucoup plus loin avec la prise de la ville de Goma par le M23 en 2012 cette fois-là. Et là, on va alors doter à cette mission la capacité d'intervenir sur le champ de bataille en avalisant les accords d'Addis Abeba qui ont prévu une force d'intervention
Et ça a fait assez que les Nations Unies puissent prendre, dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, une résolution qui intègre une brigade d'intervention dans les Nations Unies. Ça voudrait dire que cette fois-là, les Nations Unies ne sont pas une force qui sera entièrement en train d'observer les droits internationaux humanitaires, mais la MONUSCO a alors la possibilité, avec la brigade d'intervention, d'être au front et de se battre contre le mouvement rebelle. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la plupart des résolutions qui sont prises dans le cadre des Nations Unies insistent sur un élément essentiel, qui est tel que la mission est en appui aux forces armées démocratiques. Ça voudrait dire quoi? C'est que la mission est là pour appuyer les efforts qui sont faits par le gouvernement congolais. Mais lorsque le gouvernement congolais n'est pas efficace, eh bien, on ne doit pas s'attaquer directement à la MONUSCO ou à cette brigade-là qui est censée appuyer le gouvernement congolais. Donc, il faut savoir faire la distinction. Je vais essayer un peu de vous arrêter peut-être. Quand on parle de la FIB, la brigade d'intervention de la force, sur le plan conceptuel, cette force-là ne se sent pas au niveau des opérations. Peut-être le peuple congolais, ceux qui nous suivent, pensent que la FIB devrait intervenir au même moment que les FARDC. Est-ce qu'il y a des limites au niveau d'intervention ou des opérations? Bon, je ne sais pas comment s'articule la répartition des responsabilités, mais le peu que je sais, c'est que lorsque la force a été mise en place, on a fait la répartition de rôles. Et le rôle principal qui était assigné d'abord vers les années 2012-2010 avec le retrait des 1-23, c'était que le FIB, avec le moyen qu'ils avaient, les moyens matériels qu'ils avaient, devait jouer la dimension de la surveillance et de la diplomatie avec le drone. Malheureusement, à un certain moment, les drones sont tombés en panne, il n'y avait plus de surveillance. Mais tout ce que je dois dire, là je sors dans les cas juridiques pour faire une analyse un peu politique, c'est que la première mission, la sécurisation nationale, c'est une mission de la souveraineté. Ça voudrait dire que l'État se dote d'une force armée qui est censée veiller sur l'intégrité territoriale de cet État-là. Et donc, si on a une force armée peu efficace, eh bien, la personne qui doit répondre en premier lieu de cette inefficacité, eh bien, ce n'est pas une force étrangère. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un Congolais peut ne pas vouloir mourir pour son pays et vouloir qu'un Indien qui vient de l'Inde puisse mourir pour le pays. En tout cas, si on doit demander des comptes, la première personne qu'on sait pour demander le compte, en tout cas, ce n'est pas la MONUSCO. C'est plutôt l'armée congolaise qui a la mission principale de défendre le territoire et la force est venue seulement en appui. Et on ne peut pas appuyer une personne qui ne sait pas marcher. Il faut d'abord savoir marcher pour qu'on vous appuie. Voilà, je vais vous poser une question qui part d'un fait. Lors du dernier Conseil de sécurité des Nations Unies, le représentant de la RDC avait fait une révélation. Il a affirmé que le M23 détenait d'un arsenal de combat supérieur à celui des FARDC et de la MONUSCO, y compris. Est-ce que vous pensez que c'était une façon directement de désavouer la MONUSCO ou de minimiser la force de la mission onusienne qui dispose d'un budget d'à peu près 1 milliard de dollars par année? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est bien le Conseil de sécurité qui a pour mission de renouveler annuellement le mandat de la MONUSCO à travers des résolutions. Ça, c'est presque une évidence. Et lors des récents débats sous le probable renouvellement de mandat, parce que déjà, on a constaté à partir des années 2017 le fait que les résolutions de renouvellement, depuis 2010 à ces temps-ci, tendaient vers la réduction des effectifs. Mais il y a eu un fait nouveau qui est tel que l'M23 a ressurgi et on soupçonne le fait qu'il y a une certaine implication du Rwanda. Mais ce qu'il faut dire, c'est que lorsqu'on vote des résolutions, les États, parce que l'envoi de missions dans des États est régi par un principe, ça qu'on appelle le principe du consensualisme. Ça veut dire quoi? Consensualisme. L'État dans lequel on va devoir envoyer des troupes doit devoir donner son accord. L'État qui va devoir envoyer des troupes donne son accord. Et c'est sous les auspices des Nations Unies. Donc, si on veut, par exemple, envoyer des troupes ougandaises en RDC, la RDC doit être d'accord, l'Ouganda doit être d'accord, et les Nations doivent être d'accord. Alors, il se trouve qu'il y a aussi une certaine pénétration de la diplomatie à l'intérieur. Or, que pèse la RDC au niveau diplomatique? Pas grand-chose. Et le renouvellement des mandats de la MONUSCO fait entrer en jeu non seulement la dimension diplomatique et politique et la dimension stratégique et géostratégique. Et on se rend compte qu'à ce niveau-là, la RDC ne pèse pas. La conséquence est laquelle? C'est que les mandats sont renouvelés non pas au gré des Congolais, mais plutôt au gré des grandes puissances internationales qui s'imposent puisque constituant ce qu'on appelle le membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, la RDC peut être d'accord ou pas, mais dès lors que ces 5 membres-là sont unanimement d'accord qu'il faut renouveler le mandat,
Quel est ce d'accord ou pas, on va devoir renouveler. Voilà, il y a aussi le porte-parole du gouvernement congolais qui a affirmé que la MONUSCO ne disposait plus de la même force qu'il y a 10 ans. Et nous sommes à quelques mois de la fin de ce mandat. Est-ce que ce ne sont pas ces genres de sorties déjà que j'ai fait allusion à l'affirmation du représentant de la RDC au Conseil des Nations Unies qui sont en train d'éveiller le peuple congolais ou de rappeler à l'opinion publique qu'il faut dire non à la MONUSCO et déjà que la RDC a déjà choisi une autre démarche politique diplomatique avec une force régionale qui aura en son sein encore une force tanzanienne, kenyane, qui font partie de la MONUSCO. Est-ce que la MONUSCO vaut encore son pesant d'or actuellement en République démocratique du Congo? Bon, ce qu'il faut d'abord préciser, c'est que ce n'est pas la première fois. Tous les régimes Kabila, vers la fin, il avait émis le vœu, et cette fois c'était devant l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est aussi un organe des Nations Unies, de vouloir voir la RDC être débarrassée de cette force des Nations Unies. Mais aussi, ça s'est accentué avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, qui aussi avait souhaité à ce que l'on puisse penser au retrait de forces des Nations Unies. Et ça se matérialise de plus en plus par le fait que depuis 2017 jusqu'à ce jour, on est en train de réduire les effectifs dans le but d'avoir un État pacifié, parce qu'on ne peut retirer une force des Nations Unies que lorsqu'on est sûr que les forces armées nationales ont la possibilité non seulement de protéger les civils et leurs biens et de préserver la paix et la sécurité au niveau interne. Or, à l'état actuel des choses, qu'est-ce qui se constate? Au moment qu'on est en train de faire le retrait, les groupes armés se multiplient et le coin de bataille, le champ de bataille se multiplie en nombre. Et donc, ce n'est que normal, après avoir réduit l'effectif de soldats des Nations Unies, eh bien, que l'efficacité de la force des Nations Unies soit quand même réduite. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une force réduite en nombre, vous avez le FARDC qui sont beaucoup sur plusieurs formes au moment, eh bien, on ne peut que constater cette réduction d'effectifs. Alors, ce sera quoi alors la conséquence si la force est retirée à son état actuel, alors que le gouvernement national congolais n'a pas la possibilité de maintenir à elle-même la sécurité au niveau interne et dans tous les coins de la République? Ça sera beaucoup plus catastrophique, raison pour laquelle c'est par mesure de prudence que l'on puisse jouer le jeu ensemble avec les Nations Unies, en attendant que nous puissions avoir les possibilités non seulement matérielles, humaines, et des ressources permettant à ce que nous puissions par nous-mêmes assurer notre sécurité interne. Alors pour clôturer ce chapitre, Maître, si vous ne pensez pas que la RDC est en train de se passer des Nations Unies ou de la MONUSCO avec déjà les accords qu'il y a entre Kinshasa et Kigali pour le retrait immédiat du M23 de Bunagana notamment, que ce mouvement occupe depuis maintenant plus d'un mois. À Luanda, ils se sont convenus, les délégués de deux pays, du retrait vraiment du M23 et du déploiement d'une force régionale selon le processus de Nairobi. Il y a l'UPDF aussi, l'armée ougandaise, qui est en opération conjointe avec les FARDC dans le territoire de Beni, au Nord Kivu, et dans celui du Romou, en Ituri. Est-ce qu'avec toutes ces forces, c'est pas une façon pour le gouvernement congolais de dire que la MONUSCO n'a plus son pesant d'or, ne doit plus rester en République démocratique du Congo, et que l'opinion publique actuellement a raison de dire non à la mission onusienne? Bon, en fait, ça c'est comprendre le mandat de la MONUSCO sous un seul aspect. Pourquoi? Parce que ce mandat ne se limite pas seulement à l'imposition de la paix par de voies militaires. Non, parce que ce mandat est diversifié. Et lorsque vous voyez des résolutions antérieures, et même les résolutions qui sont fréquentes ici, le mandat non seulement à la dimension de l'imposition de la paix, mais également le mandat de la MONUSCO va dans le sens de la protection des droits de l'homme de manière générale. Et comme on s'approche des échéances électorales, eh bien la MONUSCO a aussi les mandats, ou aura les mandats d'appuyer le processus électoral. Aussi, la MONUSCO a un mandat diversifié dans le cadre de la formation de nos officiers militaires et de forces de sécurité en manière générale. Et donc, si, sous la dimension du maintien, en fait, de l'imposition de la paix, comme force des Nations Unies, il y a cette défaillance, il n'est pas exclu que la RDC puisse faire recours à d'autres partenaires qui vont devoir l'aider à imposer la paix au niveau du pays. Mais ceci
ne doit pas faire à ce que des démarches puissent s'exclure. Donc ici, l'important c'est le résultat. Donc si on peut marcher avec la force régionale, avec la MONUSCO, l'important c'est que ça puisse nous mener nous tous vers le résultat que nous voulons tous, qui est la paix de manière générale. Voilà, pour clôturer ce chapitre, je dois rappeler que sur le plan, en tout cas diplomatique, là, on parle de la force persuasive. La RDC peut peut-être avoir d'arguments, mais sur le plan militaire, là, on parle de la force. Là, je parle de la force militaire dissuasive. La RDC ne pèse pas sur des tables diplomatiques parce qu'il y a déjà une partie de son territoire qui est sous contrôle d'une armée étrangère, parce qu'on parle du M23 sous couvert du Rwanda. Donc, il y aura certainement des concessions et le peuple congolais ne doit pas attendre la MONUSCO, en tout cas, la résolution effective du conflit qui oppose les FARDC au Rwanda ou les FARDC au M23. Il faut plutôt faire la confiance aux FARDC et s'assumer, comme disent plusieurs observateurs. Comme vous êtes juriste, nous allons aborder ce deuxième point. Jean-Marc Kabound, qui a fait l'actualité aussi en début de la semaine, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et président ad intérim de l'UDPS, parti au pouvoir, qui a lancé son parti politique. Il a fait plusieurs révélations, mais pour injure publique, imputation dommageable, outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits, ce sont des concepts qui ne sont pas, en tout cas, très bien maîtrisés par toute l'opinion. Une requête a été adressée à l'Assemblée nationale en vue des poursuites. Vous pouvez d'abord nous expliquer ce concept sur le plan juridique, pourquoi il est poursuivi, qu'est-ce que cela veut dire, propagation de faux bruits notamment. Alors, ce sont des infractions qui sont prévues dans l'arsenal juridique congolais. Et lorsqu'on commence d'abord par l'injure publique, c'est une infraction qui est portée par le code pénal congolais, ordinaire livret 2, qui veut à ce que la personne puisse adresser des paroles de caractère injurieux parce qu'il y a une intention injurieuse qui est sous-entendue à l'égard d'une personne déterminée. Et aussi, l'imputation dommageable, c'est une infraction qui vise le fait qu'une personne puisse porter à la connaissance d'une autorité qui a le pouvoir de sanctionner un fait qu'il sait pourtant faux et qui peut engager de la part de cette personne-là une sanction. Par exemple, lorsque vous dites que M. Jospin a violé tel, alors que vous savez qu'il ne l'a pas fait. C'est ce qu'on appelle l'imputation dommageable. Alors, le faux bruit, c'est une infraction de caractère militaire qui est prévue dans le code pénal militaire, qui vise principalement le fait de propager une information que l'on sait pourtant fausse, dans le but de désencourager et de désengager les forces qui sont sous le champ de bataille. Donc voilà le fait pour lequel il est poursuivi. Donc on estime qu'il a injurié les chefs de l'État en employant un terme à caractère injurieux, en l'adressant à une personne déterminée. On estime également qu'il a eu à porter un fait à caractère infractionnel qu'il sait qu'il n'existait pas à l'égard d'une autorité pouvant engager une sanction. Et on estime également qu'il a dispensé de messages de nature à démoraliser les troupes et à faire à ce qu'ils puissent être désengagés au niveau de front. Mais à part ça, c'est ce qu'on appelle l'infraction de l'outrage au chef de l'État, qui est une infraction qui a été créée principalement vers les années 70-72 sous le régime Mobutu et qui visait à punir l'ensemble de comportements, de paroles offensants et qui sont de caractère à blesser et à dénaturer l'image du président de la République démocratique du Congo, mais également des présidents des États étrangers. Donc voilà les faits pour lesquels il est poursuivi. Alors, dans sa casquette d'opposant actuellement, est-ce que vous pensez que ces immunités seront levées? Parce que quand on parle d'imputation dommageable, par exemple, il y a des opposants comme Martin Fayoulou qui se déclare président élu. Est-ce que ce n'est pas aussi une offense au chef de l'État quand il lance des messages contre le président Félix Tshisekedi, qui ne considère pas d'ailleurs comme, qui n'a jamais accepté comme président de la République? Pourquoi lui n'a jamais été poursuivi? Pourquoi Jean-Marc Kabound? Matata Pogno aussi, on a demandé la levée de ses immunités. Jusque-là, ça n'a pas abouti. Il y a des cours qui se sont déclarées incompétentes. Quelle sera la différence pour le cas de Jean-Marc Kabound? Bon, déjà, une précision liminaire qui est telle que lorsque vous lisez les ordonnances loi qui créent cette infraction d'outrage au chef de l'État, ça fait à ce que cette infraction puisse viser de paroles, des écrits et des dessins de nature à blesser et à enlever
toute la pertinence à la fonction de président de la République. Premier élément. Deuxième élément, c'est que c'est une infraction qu'on appelle l'infraction à plainte préalable. Ça voudrait dire quoi? Pour que l'on puisse engager des poursuites contre une personne pour outrage contre le chef de l'État, il faut que les présidents puissent se plaindre à l'avance. À défaut d'une plainte préalable du président de la République, il n'y a pas de poursuite. Premier élément. Alors, deuxième élément. Est-ce que ça va devoir aboutir? Est-ce qu'on va devoir lever les immunités? Déjà, l'opportunité de lever des immunités n'est pas prévue en droit congolais. Quand est-ce qu'on va devoir lever les immunités et sur base de quels critères on va devoir l'apprécier? Ce n'est pas prévu. Mais dans la pratique, on se base sur quoi? On se base sur des éléments. Le premier élément sur lequel on se base, c'est d'abord le fait que est-ce que les poursuites sont opportunes et est-ce que ce ne sont pas des poursuites qui sont téméraires? Est-ce qu'on ne l'attaque pas pour seulement l'attaquer? Premier élément. Deuxième élément, est-ce que si on levait ces immunités, ça ne va pas devoir affecter le bon fonctionnement de son institution? Ça veut dire quoi pratiquement? Est-ce que si on lève les immunités de tel député, ça ne va pas devoir impacter le fonctionnement de l'Assemblée nationale? Voilà les deux critères sur lesquels on se base pour lever ou pas les immunités. Mais à part ça, c'est une procédure lourde qui se situe à deux niveaux. Parce que ce n'est pas seulement on part et on lève, non. C'est prévu d'abord avant que l'on puisse engager de quelconques enquêtes, parce qu'on ne peut pas poursuivre un député sans pour autant passer par ces procédures-là. La première commence par une autorisation préalable de poursuite, ce que sollicite actuellement le procureur général, qui va devoir faire à ce qu'il introduit la requête, on convoque une session de l'Assemblée nationale. Cette session va devoir se prononcer sur la levée ou pas de ces immunités. D'abord, pour autoriser les enquêtes. Là, d'abord, il autorise. Est-ce qu'on peut ouvrir les enquêtes à charge de M. Jean-Marc Kabunda Kabund? Si on vote majoritairement par oui, c'est là que le procureur va devoir commenter avec les enquêtes. Il fait les enquêtes, il récolte des preuves. Si il parvenait à récolter des preuves qui prouvent à suffisance qu'il y a des infractions dans les chefs de Jean-Marc Kabund, il va encore revenir à l'Assemblée nationale pour obtenir ce qu'on appelle la mise en accusation. Et c'est par la mise en accusation qu'on va devoir alors lever les immunités. Ça veut dire quoi? Là, alors, on autorise au parquet de fixer l'affaire devant la Cour de cassation pour que M. Jean-Marc Kabund soit jugé. Mais jusqu'à là, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Voilà, la toute dernière question, c'est le fait que Jean-Marc Kabund ait créé son parti. Est-ce qu'il va perdre son mandat de député national comme élu de l'UDPS? Parce que selon lui, il a le mandat du peuple et il n'a pas démissionné de l'UDPS. Alors, cette question s'est posée récemment à la Cour constitutionnelle lorsqu'on a créé le groupement politique qu'on appelle l'Union sacrée. Et la possibilité, c'était sur requête d'abord de l'FCC, de voir tous les députés qui ont été élus sous la bannière FCC perdre leur mandat. Et la réponse qu'avait donnée la Cour est très intéressante à ce sujet-là, parce que la Cour voulait alors donner un avis qui se rapproche à ce que veut la Constitution. La Cour avait dit, en tout cas, les députés sont élus, non pas pour un mandat impératif, c'est-à-dire un mandat pour lequel ils doivent répondre à leur parti politique, mais ils ont élu pour un mandat non impératif. Et c'est un mandat qui est populaire et qui a pour soubassement, donc qui a pour soubassement l'article 9 de la Constitution qui fait à ce que la souveraineté soit populaire. Donc, les mandats n'est pas les mandats d'un parti politique, eh bien, le député est élu comme représentant national. Mais ça, c'est le premier fervent de la question. Il y a aussi la deuxième dimension de la question. C'est la dimension de la personnalité du député national. Vous savez que vous avez été élu sous la liste de tel parti politique. Lorsque vous savez que vous appartenez plus à ces partis politiques, il faut tirer des conclusions qui s'imposent. Mais il n'a pas démissionné, selon lui. Jusque-là, il a créé son parti, mais il avait été démis il a d'abord démissionné de son poste de président ad intérim, mais jusque-là, il n'avait pas démissionné de l'UDPS. C'est ça un autre fait. Bon, j'ai lu son intervention, il a dit qu'il avait été chassé de l'UDPS, selon ce qu'il a dit. Mais en tout état de cause, juridiquement parlant, en tout cas, vu le récent arrêt de la Cour constitutionnelle sur la question, eh bien, on peut conclure que le fait pour un député de quitter un parti politique ou un regroupement politique pour un autre ne le fait pas pour autant perdre les postes qu'il avait acquis pour le compte de ces partis-là. Parce qu'on l'a vu récemment avec ceux-là qui ont quitté l'FCC pour l'Union sacrée. Certains partis de l'FCC pour l'Union sacrée, eh bien, ils n'ont pas perdu les postes politiques, eh bien, c'est entériné par la Cour.
Merci beaucoup à vous, maître Évariste Iragui. Je rappelle que vous êtes chercheur en droit et avocat au barreau du Nord Kivu. C'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Grand Dossier. C'est un plaisir partagé. Voilà, chers abonnés, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour ceux qui ne le sont pas encore. Abonnez-vous massivement à Afro Info 243. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.